Bonjour. Alors, la dernière fois, je vous ai dit que j'allais vous présenter en gros, tous les livres, la quinzaine de livres que j'ai écrits sur la question au fond de la société monde. On va procéder évidemment par séminaires successifs parce que c'est pas possible de peut-être 15 bouquins d'un coup, même si le sujet est centré, hein, est centré, mais enfin il se découpe tout de même dans un certain nombre de choses. Alors, je vous avais dit que déjà, les trois premières séances, en gros, seraient consacrées, je dirais, à, enfin, au constat, je dirais, de, du caractère paradoxal, je dirais, de la condition humaine, hein, reprenant l'expression de Hannah Arendt, c'est-à-dire la condition de parlant, d'être parlant, qui est profondément ambivalent, profondément paradoxal, puisque la parole a des effets à la fois positifs et négatifs, et que ils sont probablement impossibles à vraiment dénouer. Ce qui pose la question des solutions lorsque les aspects négatifs deviennent cruciaux, généralisés et problématiques pour la survie même de l'humanité et en tout cas la survie de la planète, enfin, planète vivante. Alors, les trois premiers bouquins sont des bouquins qui donc, dont je vous présente simplement le titre, et puis pendant ce temps-là, ça me permet de lire ce qu'il y a derrière. Euh, Alors, la critique d'un groupe, d'une caste ou d'une classe comme source de dérive de l'histoire humaine ne suffit plus, mais il ne s'agit pas de revenir au schéma religieux d'un péché originel ou d'une prédestination négative. Il faut néanmoins ressaisir dans l'essence de la culture humaine le défaut permanent qui l'entraîne à toute époque vers la massification. Et je rajouterais vers aussi des éléments négatifs liés à cette massification. C'est d'autant plus urgent que ce trait nous entraîne vers la destruction de la nature et l'auto-esclavage sociétal. Les échecs du passé doivent être réanalysés en fonction d'une théorie anthropologique plus précise et plus en phase avec les découvertes de la génétique des populations, la sociobiologie, la paléontologie des hommes modernes. Moderne signifie moderne au sens de la paléoanthropologie, c'est-à-dire en fait les hommes des humains qui nous ressemblent exactement et qui parlent, voilà. Bien qu'ils vivent effectivement dans le pré-néolithique, enfin on pourrait dire, et même parfois même dans ce qu'on appelle encore le paléolithique. Alors, voilà, et puis je rajoute aussi la linguistique comparative, la mythologie comparative, etc. L'apport des disciplines de la symbolisation et de la parole ne pourra plus être négligé. On pourra et on devra en déduire des propositions pour une redirection possible de l'élan culturel vers une mondialité, un anthropocène supportable par la nature et par l'humain. Supportable par, ou pour, si vous voulez. Et je pense qu'il y a aussi réaction, une réactivité de la nature et de l'humain à lui-même, en quelque sorte, sur la réactivité sur laquelle avait insisté mon ami Bruno Latour. Voilà. Alors j'avais rajouté une petite présentation de moi-même, je le rappelle, bon, anthropologue, directeur de recherche honoraire au CNRS, Denis Duclos travaille depuis 40 ans sur les rapports entre la culture humaine, l'acte de parole, les mouvements collectifs qui produisent l'histoire et sa tendance à la mondialité. Il a spécialement étudié les comportements de masse associés à des grandes peurs sociétales. Voilà. Alors, vous voyez, ça c'est l'humain et son image, hein, et son imago. Alors on se demande s'il a autant de réalité, s'il parle à une image, ou s'il se parle à lui-même. Enfin, c'est intéressant comme petit travail d'une artiste anonyme parce que je n'ai jamais réussi à avoir son nom lorsque je l'avais acheté dans une boutique. Ça, c'est l'essentiel et je commencerai par là. Ensuite, mais pas tout de suite, je proposerai une réflexion sur je dirais, l'un des symptômes, quoi, qui est l'économie. L'économie vue d'un point de vue anthropologique, hein. C'est pas l'économie en tant que, voilà. Alors, je rejoins des travaux qui ont été faits aux États-Unis, notamment par David Graeber sur la dette, etc. Et puis, euh,
David Wimero, qui était son ami, qui est resté, qui est vivant, lui, alors que Graveur, malheureusement, est défunt. Euh, je vais pas vous lire le texte parce qu'il est trop long, mais on y viendra assez vite. Mais euh, quitte ensuite à y revenir de façon beaucoup plus détaillée. Et puis ensuite, voilà le troisième bouquin sur lequel j'ai envie de vous parler, c'est-à-dire la haine, c'est-à-dire en gros ce qui vire à la guerre, quoi. On voit bien, il y a encore plus d'un an, on est encore sous le coup de la crise sanitaire mondiale, mais la mondialité n'était pas remise en cause. Et puis brusquement, voilà une guerre qui a l'air de diviser le monde à nouveau, etc. Je vous dirai ce que je vous en, ce que j'en pense, pardon. Alors, là aussi, si vous voulez, je traite ça comme un symptôme de quelque chose qui serait plutôt négatif, on va dire. Ce sera une première partie, donc, si vous voulez, sur ces trois bouquins. Alors, ce n'est pas un cours sur les bouquins, hein. Je ne vais pas vous répéter par voie orale ce que j'ai déjà fait par voie écrite, hein. C'est fatigant. Donc, je vais plutôt essayer de vous dire ce que j'en pense maintenant, d'une certaine façon, vous voyez. Je vais pas vous décourager de les lire, faut pas exagérer. Je vais essayer, mais à partir plutôt d'une réflexion qui continue, parce que je me suis chercheur et j'ai jamais pu faire autrement. C'est-à-dire, je n'ai jamais pu me retourner, vous voyez, vers une attitude qui consiste à compiler, vous voyez, à noter, etc., ce qui est déjà su. Je préfère me continuer sur mes interrogations, mais qui peuvent effectivement reprendre, bien entendu, tout ce qui a été fait avant. Donc c'est à la fois une présentation, mais c'est une présentation où vous allez jamais retrouver exactement, c'est trop simple. Vous voyez ce qu'il y a dans les livres, bien que les livres ont été une nécessité absolue pour pouvoir construire quelque chose et s'avancer vers des lieux où d'autres questions sont possibles, et des questions qui viennent, qui sont pas, qui heureusement pour moi, et pour peut-être vous aussi, parce que c'est moins ennuyeux, mais euh, comment dire, ne remettre pas en cause, parce que ça serait malin, franchement, de vous présenter quelque chose sur mes bouquins pour dire, vous savez, ils sont mauvais, maintenant j'ai dépassé, c'est fini. Non, 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 ils sont pas du tout dépassés, vous inquiétez pas. Ils sont plutôt plus précis, ils sont corrects au sens, vous savez, académique, c'est-à-dire avec des citations, hein, voilà, essaye d'éviter le plagiat, tant qu'à faire, même le plagiat inconscient, même le plagiat qui consiste à juste oublier de mettre des, vous savez, bon, des petites accroches sur les deux côtés, et pour dire voilà, ça c'est le texte de Monsieur Machin. Mais en général, j'ai pas trop besoin de textes des autres. Dans certains cas, si, mais dans certains cas même, ils sont assez longs. C'est arrivé que j'y ai une ou deux pages carrément d'une citation extraordinaire, notamment d'un personnage que j'adore, qui est Jacques Lacan, mais en le citant explicitement avec les références correctes. Hein. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Mais si vous voulez, là, je vais me lâcher un peu. Et donc, s'il y a des citations qui se font oralement, bon bah, elles sont à la merci de ma mémoire. Et donc, je vous prie de me pardonner, quitte à aller vous-même rechercher évidemment ce qui a été dit. D'ailleurs, de toute façon, je ne citerai pas énormément de gens là la question orale parce que d'une certaine façon, ça, vous voyez, ça freine, ça bloque. Euh, L'élan d'une certaine façon, vous voyez, qui est l'élan de la pensée, quoi. Je pense que ma pensée n'appartient à personne. Elle sort de mon effort, mais je veux dire, elle appartient à tous à partir du moment où elle est là. Donc elle circule, et nous sommes tous, d'une certaine façon, des emprunteurs, vous voyez, de pensées qui ont été faites avant. Et puis, ça nous arrive aussi. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de me voir emprunter, je dirais, sans vergogne. Mais tant mieux. Vous voyez, des idées que j'ai pu avoir, c'est très bien comme ça circule. Vous voyez, c'est ouvert. On va pas commencer à avoir le grippe sous, au lieu de dire ma pensée, oui. Mais complètement. Ça circule. La parole circule, justement. Alors ça, c'est le côté positif. Mais c'est pas nécessairement, toujours positif, justement. Alors, ben, j'embrayerai là-dessus, si vous voulez. C'est-à-dire, en réalité, la question, justement,
de la condition humaine et de ce que j'appellerais la constante culturelle. L'idée n'est pas facile, si vous voulez. Enfin, elle est facile à comprendre, mais elle n'est pas facile à assumer. Et pourtant, je crois qu'il faut l'assumer. Alors, l'idée est la suivante. À partir du moment où il y a une espèce qui parle, c'est-à-dire qui se parle, au sens où elle parle à d'autres membres de l'espèce, hein, c'est ça les caractéristiques humaines, en définissant ce que c'est que la parole, c'est-à-dire c'est un engagement, donc c'est une subjectivité au sens, c'est un assujettissement, hein, de subjectivité, ça veut dire, nous sommes des sujets de Sa Majesté. De Sa Majesté quoi? La parole. Et cette Majesté la parole, nous sommes seulement sujets, assujettis en réalité, fondamentalement, à cette parole. C'est l'assujettissement à l'obligation d'être libre, à l'obligation de formuler des paroles qui sont supposées être prononcées sans une influence qui ne soit pas déjà assumée. Je veux dire par là, qui sont prononcées, mais par vous, par moi. Là, par exemple, là, je sors des suites de mots, c'est bien moi qui les prononce. Il n'y a rien à faire. Et si jamais je peux, enfin, grâce à cette vidéo, ou à cause de cette vidéo, eh bien, un jour, je peux dire, ah, mais non, mais je ne pensais pas ça, etc. Mais dire, oui, d'accord, tu pensais pas ça, mais tu l'as dit. Mais, alors ça, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la pratique de dialogue, même s'il y en a un qui parle pas beaucoup, l'autre plus, de la psychanalyse. Tu l'as dit. Ah oui, tu as fait ce lapsus. Tu as raconté cette histoire. Tu as fait ce rêve dont tu as témoigné. Oui. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que sans cela, eh ben, je dirais d'une certaine façon, la parole n'existe pas. C'est pour ça que vous remarquez que la parole a un double sens. Elle a le sens du mot et elle a le sens de la promesse. Oui. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'anglais, par exemple. I give you my word, je te donne ma parole. La parole, c'est a les deux sens. Le sens du mot et le sens de l'engagement. On ne peut pas se désengager de l'engagement que représente la parole. La parole est alors c'est d'ailleurs assez terrible. Sauf que, et là oui, il y a des possibilités de se tromper, c'est, et de tromper l'autre, c'est de faire croire ou de croire que euh, cet assujettissement à l'obligation de liberté dans la parole, cet assujettissement qui crée le sujet, il n'y a de sujet que de la parole, eh bien, cet assujettissement est fabriqué par la société globale, elle est fabriquée par l'État. Hein. Là, je vais citer quelqu'un, Althusser, il pensait que le sujet était une pure production. Quand on se retourne pour répondre à son nom, eh ben, on répond à l'appareil d'État, n'est-ce pas, qui a constitué progressivement au fil des millénaires ce que c'est qu'un prénom, ce que c'est qu'un nom de famille, etc. Et quand vous vous retournez, quand vous acceptez de signer, etc., vous êtes le sujet de Sa Majesté, le roi, la République, etc. Mais il a tort. Il a tort. C'est pas ça l'assujettissement, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quand vous êtes saisi par la relation à l'autre, et principalement l'autre que vous aimez parce que vous ne pouvez pas faire autrement, et aussi parce que c'est si vous pouvez faire autrement. À ce moment-là, vous ne parlez pas. C'est l'autisme. Et vous avez compris de qui je parle, c'est de la mère, essentiellement. Et, plus, cerise sur le gâteau, le père, je me vois bien dans le rôle d'une cerise. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire c'est ceux qui bénéficient de l'aura, en quelque sorte, de l'amour. Et puis qui ensuite vont transférer cet amour à d'autres, de générations à peu près semblables ou différemment avec ses propres enfants. C'est une relation essentiellement duelle qui a besoin des participations de quelques témoins, mais pas trop. Parce que si vous commencez à vous adresser à 3 personnes, pourquoi pas à 5, pourquoi pas à 100, pourquoi pas à 1000, vous montez sur une estrade, après vous êtes à Nuremberg et vous vous adressez à 1 million de personnes. Oui, ben non, c'est pas la parole ça. C'est l'éructation, c'est du cri, c'est de l'injonction, c'est tout ce que vous voulez, c'est de
Le prophétisme, c'est adressé à une multitude. Oui, mais un individu qui parle à une multitude, comme c'est aujourd'hui devenu absolument courant, par exemple là, ce que je fais probablement, j'espère avoir une multitude, j'en aurai pas, mais ça fait rien. Potentiellement, c'est possible qu'on reprenne cette vidéo pour pouvoir faire qu'un individu, moi, m'adresse à 1 million d'individus qui vont ouvrir leur ordinateur ou leur portable. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que vous parlez de quelque chose que vous êtes en train de faire et en même temps vous vous dénigrez vous-même. Vous dites c'est pas vrai. Ben, effectivement, la parole comme ça, elle est moins valide qu'une parole que je pourrais avoir avec une personne en face de moi et puis seulement une personne. Et, et en m'adressant à quelqu'un en particulier. Et celui-ci pourrait me répondre et me poser des questions particulières. Vous avez comme ça maintenant des présentateurs, des gens qui comme ça s'avancent et essaient d'organiser une sorte de dialogue, mais c'est tout de même un pseudo-dialogue. Quand vous commencez à dire oui, alors maintenant on va répondre aux questions des gens qui ont téléphoné, etc. Vous voyez bien que c'est quelque chose d'artificiel. Donc c'est une, comment dire, vous voyez, c'est une sorte d'appauvrissement de la parole. C'est encore de la parole, mais c'est une sorte d'appauvrissement par rapport à la situation réelle, profonde, qui nous anime tous et qui continue à nous animer au cours des siècles et des millénaires. C'est pour ça que je parle de constante culturelle. C'est le fait que quand nous sommes petits, enfants, bébés, nous sommes mis à parler. J'aime pas le mot apprendre parce que c'est pas de l'apprentissage. Ça relève pas de l'apprentissage, surtout d'un apprentissage comportemental, ça n'a rien à voir. C'est une aspiration à, il faut au moins 2 personnes, il en faut peut-être 3 ou 4, mais il en faut surtout 2. Vous voyez, pour qui c'est absolument fondamental, absolument vital, oui, de partager cette capacité de parler, d'échanger. Alors ça c'est de tout temps, au sens où avant c'était pas l'humain, parce que c'était du pré-humain, c'était l'humanoïde, c'était de l'humininé, de l'humidoné, ils donnent des noms incroyables, les anthropologues, et paléoanthropologues, n'en parlons pas. Vous voyez, mais bon, c'est anthropos, mais anthropos c'est d'abord fondamentalement l'animal qui parle. Je suis un animal qui parle comme vous. Voilà. Et nous parlons peut-être mal, peut-être séparés par justement la technologie, en même temps, la technologie permet ça, mais nous sommes des animaux qui parlent. Les animaux qui parlent, c'est les humains. Et les humains sont les animaux qui parlent. Et c'est tout. Un point, c'est tout. On a un point de définition. Il y a des gens qui refusent ça, sous prétexte qu'il y a une continuité, etc. Il y a une continuité, mais enfin, il y a tout de même aussi une rupture. La rupture, elle est justement dans la découverte de la parole. Darwin a fait, dans ce qu'il appelle the human descent, il reconnaît tout à fait ça. Des darwinistes ne le reconnaissent pas, mais le Darwin, lui, le reconnaissait très bien. Bien sûr, il y a un saut qualitatif, qui permet d'ailleurs, effectivement, des changements absolument dingues, extraordinaires, mais aussi fous, sur le court terme. Je veux dire que dès que ça se passe, en quelques centaines, peut-être un peu plus, mais probablement pas, quelques centaines, vous voyez, le noyau de la parole, c'est-à-dire un minimum de grammaire, un minimum de etc., de, va s'établir, non pas pour des raisons génétiques, les raisons génétiques elles sont établies depuis longtemps. Physiquement, physiologiquement parlant, l'humain peut parler depuis longtemps, bien avant qu'il parle. Mais quand il se met à parler, ça va à toute vitesse. Et puis ça s'accompagne de phénomènes qui, si vous voulez, sont aussi comment dire, des symbolisations, des représentations même de la parole dans leurs œuvres. Les dessins, et beaucoup, par exemple, les parures qui vont à un moment donné exploser, mettons autour de 100 000 ans avant notre ère, et vous avez la sérieuse perforée, des petits coquillages percés, probablement on voit autour le collier, les, euh, les bracelets, etc. Bon, qui sont synonymes d'humanité qui parle. Parce que ça veut dire nous sommes de la même espèce, nous pouvons échanger des choses, etc. Et très très vite, et c'est là où je voulais en venir en fait, très très vite, vous avez une mondialisation. La mondialisation qui existe déjà un tout petit peu, mais elle existe de façon, on pourrait dire, comment dire, pré-parolière, au sens où euh, euh, vous avez toujours des déplacements de populations. Mais enfin, vous avez des populations qui aussi pré-humaines ou ils bougent extrêmement peu, ils sont enfermés dans la forêt, dans cette forêt-là, pas dans une autre, elles passent de l'autre côté d'un fleuve, mais enfin, c'est l'extrême limite. Et puis, il y a tout de même des endroits où ça devient hostile, vous voyez, donc on arrête. C'est pareil pour les humains, sauf que les humains, ils ont toujours eu cette propension à dépasser les frontières, à se balader. Et même si, dans une génération donnée, ça n'est que quelques dizaines de kilomètres, bien, sur plusieurs générations, c'est très très vite, presque la planète entière immédiatement.
dans le Pacifique. Dès que les gens inventent le balancier, ils font des milliers et des milliers de kilomètres. Mais bon. Et puis, dans le désert, ou dans ce qui n'est pas encore le désert, ce qu'on appelle le Sahara vert, bon, de cette époque pré-néolithique, eh bien, vous avez le Nacerius, enfin, vous avez, si vous voulez, le signe de la parure qui se répand sur l'ensemble du Sahara, d'un seul, toute l'Afrique, c'est carrément au sud, vous voyez, d'un seul coup, on pourrait dire un seul coup, au sens vous voyez, des durées paléontologiques. Presque d'un seul coup, vous avez partout de la culture, au sens où elle est nécessairement parolière. Alors, je vous explique pourquoi se mettre des parures systématiquement, les échanger, ça nécessite la parole, mais bon, je considère que c'est implicite. Je pourrais vous expliquer, mais c'est peut-être un tout petit peu long, mais de toute façon, c'est le plus plausible scientifiquement. Bon. Il y a un rapport symbolique. Le symbolisme va avec la parole. Vous remarquerez une chose. Paravoler, on veut dire en grec ancien, rapprocher. Non, c'est le mot parole. Simvoler, c'est mettre ensemble. Donc c'est pas pareil de rapprocher et de mettre ensemble. Dans la parole, vous avez toujours ce côté, justement, parabole d'ailleurs, c'est-à-dire qui est repris par la notion de parabole, c'est-à-dire une histoire qui illustre quelque chose, vous voyez, mais qui ne colle pas. Vous pouvez le prendre dans un autre, le prendre dans un autre sens. C'est pas un sens unique et vous pouvez pas résumer strictement. Et puis, dans la parole même, vous avez la possibilité de la poésie, qui est d'ailleurs pour certains linguistes comme Jacobson, qui était un peu le maître linguiste de Claude Lévi-Strauss, disait le but de la langue, des langues, c'est la poésie. C'est-à-dire que c'est justement faire des rapprochements qui restent ouverts, qui peuvent déboucher sur plein d'autres choses. Alors quelquefois, on va aller, et même le plus souvent, on va finir par aller chercher dans une situation donnée, précise, qui peut se répéter bien sûr longtemps, on va aller chercher, si vous voulez, certains sens plus précis, on va essayer même de les faire coller, on va essayer de faire de la parole du symbole, de la parabolée, du symbole, on va essayer de faire ça, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive jamais complètement. Parce que la situation, elle change. Parce que la situation est toujours plus compliquée. Parce qu'il y a toujours des solutions meilleures. Parce que si, parce que ça. Et parce que nous sommes travaillés par la parole. Alors, la question du travail par la parole de l'humain, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est tout à fait essentiel. Là, pour cette séance, je vais encore aller, si vous voulez, sur une dizaine de minutes, mais j'irai pas beaucoup plus loin. On fera le reste ensuite. Mais je voulais m'attarder un tout petit peu sur, si vous voulez, si vous voulez pas d'ailleurs, ça m'énerve parce que par exemple un automatisme verbal. Si vous voulez, c'est très gentil. Évidemment, si vous voulez pas, vous allez ailleurs. M'écoutez pas. Non, mais là, c'est plutôt par rapport à moi. Je m'énerve contre moi-même justement. Vous savez, ces automatismes justement verbaux qui font partie de la parole parce qu'ils soutiennent. C'est ce qu'on appelle ça. C'est les éléments fatiques, les éléments qui essaient d'accrocher, qui essaient ou qui bon de soutenir parce qu'on est toujours un peu inquiet quand on parle de est-ce qu'on soutient l'attention de l'autre. Si l'autre vous écoute pas, c'est pas intéressant. Bon. Pour moi, peut-être pour eux, c'est plus intéressant de pas vous écouter. Donc, il y a une espèce d'angoisse, vous voyez, justement, la parole, ça se partage, mais c'est pas si facile que ça. Eh bien, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, c'était que cette tentation, cette tentative, justement, d'avoir une parole plus essentielle, plus vivante, plus vive, plus vraie, au but auquel on n'arrive jamais, ni par, d'ailleurs, le formel, ni par, je dirais, le poétique, hein, on n'y arrive jamais complètement. On y arrive un peu, on y arrive beaucoup. Des fois, moi, ce qui me frappe, par exemple, chez les poètes, c'est que quelquefois, il y a trois poèmes dans toute leur vie que je trouve absolument extraordinaires. Puis tout le reste, bah, c'est du truc scolaire. Bon. Désolé, c'est comme ça. Hein. Pour beaucoup, c'est comme ça. Peut-être que d'ailleurs, c'est une question justement d'interférence, c'est comment ça accroche avec vous, mais pas avec une autre personne. Bon, alors ça, c'est une chose. Donc, cette espèce d'occupation par une parole qui est angoissante, parce qu'elle bute sur l'incertain. C'est-à-dire que vous vous engagez sur l'incertain. Si c'est déjà certain, la parole va commencer à s'étioler. Elle va commencer à se répéter sous forme, vous voyez, de répétitions scolastiques. Et ça va finir par devenir des rituels de plus en plus mécaniques. Puis vous allez introduire, évidemment, dans la parole, vous allez introduire le nombre, la numération. Vous savez, le numérique, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date probablement des temps préhistoriques. Mais évidemment, pas tout à fait de la même façon. Il y avait que quelques nombres, il y avait que quelques chiffres, il y avait des choses, puis on n'y arrivait pas à dire, il y avait le grand, le petit, il y avait, mais même encore aujourd'hui, regardez. Si vous êtes petit, bah, vous avez une petite maison,
Si vous êtes grand, vous avez un grand château. Si vous êtes petit, vous rentrez le soir dans votre petite cabane. Si vous êtes grand, vous rentrez toute la journée dans votre immense tour, qui est purement symbolique, pour montrer que votre force capitaliste ou votre force étatique peut faire des gigantesques tours, qu'on peut même torsader, faire monter en l'air 300 km, 300 mètres, etc. Et puis un jour encore plus haut. C'est de la folie. Cette folie vient d'une déformation de la parole elle-même qui, pour pouvoir continuer à se faire, si vous voulez, de façon efficace, justement, introduit progressivement le chiffre, introduit le formel, se rapproche de la symbolisation, justement, étroite, vous voyez, la formalisation. Oui. Et c'est ça. Et à partir de ce moment-là, vous avez un phénomène d'étiolement de la parole. Eh bien, l'hypothèse que j'ai, ce qui est une hypothèse qui, évidemment, rentre directement en conflit presque avec beaucoup d'historiens, quelques anthropologues, mais moins, les anthropologues sont très plutôt d'accord avec moi, c'est-à-dire l'idée du cycle. Le cycle, c'est quoi? Qui serait plutôt d'ailleurs spiraloïde, hein. Vous savez, les historiens détestent en général le cycle, parce que ça veut dire qu'on retourne à un point qui est un peu semblable ou similaire au point qu'il y avait 1000 ans avant, et ça leur convient pas du tout, parce que d'abord, ils séparent l'histoire en petits morceaux qui font leur propriété privée, partagée avec quelques autres seigneurs de l'histoire. Vous voyez. Et puis, donc, toi, t'es 17e, qu'est-ce que tu viens faire dans mon 16e? Et toi, t'es 13e, qu'est-ce que tu viens faire le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Il y a des aspects qui marchent comme ça. Bien sûr, il y a des aspects où il y a pas de retour. Il y a une temporalité qui a pas de retour en arrière. Mais en même temps, il y a des retours qui entourent ce non-retour. Mais effectivement, on poursuit toujours le même chemin, mais le chemin, il y a des phases où il peut se ressembler. Il y a des phases où, en fait, bizarrement, il tourne sur lui-même, il avance, il continue à avancer, mais si vous faites le tour d'une montagne, quelquefois, vous repassez par simplement une centaine de mètres au-dessus de l'endroit où vous êtes passé juste avant avec la voiture. Et puis comme ça continue. Donc en fait, c'est la nature nous apprend que justement, il y a il y a des moments, il y a des espaces qui se ressemblent énormément, et donc il y a aussi dans le temps, dans la temporalité, même si certains disent que le temps n'existe pas. Moi, je dirais que enfin bon, bref, ce serait plutôt l'espace qui, enfin, vous savez, bon, on va pas commencer à se confronter avec Einstein. Voilà, il y a effectivement des cycles qui sont plutôt, je dirais, des moments d'une spirale. Donc ça revient à peu près au même endroit, sauf que les technologies ont changé, les institutions se sont améliorées, la population a grandi, etc., etc. Mais avec des choses que vous avez intérêt tout de même, vous voyez, par exemple. Et alors justement, là, vous avez quelque chose qui est tout de même extraordinaire parce que vous avez des constantes culturelles au sens, par exemple, l'humain a toujours été tenté par la distance et la vitesse. Bon, l'humain a des pieds et pas des mains, parce que si c'était un autre singe, il aurait plutôt des pieds qui ressembleraient à des mains, il serait quadrumane. Ben non, on n'est pas quadrumane. Hein, on a des pieds qui commencent on voit d'ailleurs des primates qui ressemblent, qui commencent à avoir des pieds plutôt que des mains. Mais alors on dit c'est les mains qui portent l'intelligence. Non, mais les mains elles portent l'intelligence en tant qu'elles sont libres et qu'elles peuvent effectivement projeter autre chose. Mais les pieds ils servent beaucoup pendant ce temps-là. À quoi ils servent? À courir longtemps. Chez les paléoanthropologues qui travaillent à l'heure actuelle, des grands comme Jean-Jacques Humelin par exemple, eh bien vous voyez qu'ils arrivent à des conclusions sur ce point-là. Ils ont des idées là-dessus. Évidemment, ils ne peuvent rien prouver véritablement, mais ils ont des idées. L'idée, c'est que l'humain est un animal qui est effectivement un prédateur, mais il emporte sur les autres prédateurs. Il emporte par quoi? Par l'endurance. L'endurance, une forme de musculation qui ne perd pas sa graisse, euh, récupère la graisse du reste du corps, notamment du ventre, etc., et pour pouvoir alimenter la machine à courir longtemps, 60 kilomètres, pour récupérer euh, une biche ou un animal qui va être complètement épuisé, il n'y aura même pas à le tuer, il sera déjà mort. Ou il y aura juste un geste à la fin, c'est tout. Puis il faudra le découper pour pouvoir le ramener à la maison, parce que là, pour le coup, ramener 100 kilos de viande, il vaut mieux tout de même qu'on puisse la partager. Donc il y a aussi la question du partage. Et puis il y a la question de la course qui se fait à plusieurs pour pouvoir tout de même savoir à peu près où va l'animal, etc. Et donc chacun court 60 kilomètres, on a besoin d'avoir tous des coureurs excellents, tous des chasseurs excellents. Mais il faut bien pouvoir s'informer mutuellement. Donc là, voilà quelque chose qui est un indicateur sur la nécessité de la parole. Mais ça ne définit pas
le phénomène de la parole. On voit des aspects apparaître qui sont justement l'engagement. Par exemple, je peux mentir. Si je peux mentir, par exemple, pour peut-être que je suis pas content de mon cousin qui fait partie de la chasse et que j'ai envie qu'il se perde. Donc à ce moment-là, je vais lui mentir. Ou qu'il rapporte rien à la maison, ce qui fait qu'il se fera sacrément engueuler par la dame qui doit, elle, pendant ce temps-là, s'occuper de ses enfants. Ouais. Et si vous voulez, voilà, il peut y avoir des inimitiés, on peut mentir. Donc, d'où la question de l'engagement. C'est parce que nous pouvons mentir, très bien, parfois, que nous avons besoin de nous reconnaître comme potentiellement, non pas des menteurs, mais comme étant engagés par la parole. C'est pour ça que la parole a toujours un double sens. Le sens, encore une fois, du mot, voilà, ceci et cela, mais d'un engagement de vous-même sur l'incertain. C'est absolument essentiel. Et ceci depuis toujours. Depuis des côtés qu'on parle jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est la première chose. Et vous commencez à avoir l'ambiguïté de la parole. C'est-à-dire justement cette possibilité est-ce qu'on s'engage toujours sur l'incertain? Il y a toujours une part d'incertain aussi. Ce ne sont pas seulement des menteurs, ce sont aussi des gens qui nous engageons parce qu'on pense que c'est vrai, même si on ne le sait pas complètement, et on ne le saura jamais complètement. Et il y aura pas, et donc il y a des gens qui prétendent toujours tout savoir, soit dans la religion religieuse, soit dans la religion scientifique, mais ils ont tous les deux tort. Les véritables scientifiques savent très bien qu'il y a plein de choses qu'ils ne savent pas et qu'ils ne sauront jamais. Et qui doivent s'engager eux-mêmes sur l'incertain pour pouvoir faire progresser la science. Banalité. Depuis que Étienne Klein est passé partout, c'est une banalité ce que je dis, bien sûr, mais il faut que ça soit reconnu comme une constante. C'est une constante culturelle. Vous voyez. Et je m'arrête là pour aujourd'hui, et la prochaine fois, euh, on verra aussi une chose essentielle qui est liée à cela, c'est le caractère ambivalent de la culture au sens où ce qu'elle apporte en agrément, en efficacité supplémentaire, en adaptation, sur la base de cette capacité déjà mondialisante de l'humain très très tôt, de se balader très très loin pour une seule chasse, mais aussi pour se balader en transhumance, pour aller plus loin, toujours plus loin, pour aller plus loin, et bien, qui fait qu'en gros, l'humain a déjà traversé quasiment le monde il y a 20 000 ans, il avait déjà pratiquement été partout, même avant. Mais si vous voulez, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que cette ambivalence de la parole, qui peut être fausse, qui est un engagement, etc., fait peser un poids à chaque individu qui parle. Chaque individu qui parle depuis l'enfance. C'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui dis, il faut pas dire ça. Si tu dis ça, etc. Ah, vous voyez le doigt pointé, vous voyez. Eh ben, c'est signifiant. Ça fait peur. C'est difficile à porter. C'est ce que Freud appelait l'Unbehagen. Unbehagen, vous savez ce que ça veut dire en allemand? Inconfort. Wohlbehagen, le confort. Inconfort, c'est tout. Voilà. Il a découvert l'inconfort. C'est pour ça que c'est pas du tout en tant que médecin qu'il parle quand il est psychanalyste, Freud. Parce que ça se guérit pas. Vous n'allez pas guérir l'inconfort de la vie. Par contre, vous pouvez le calmer, vous pouvez le faire bouger, vous pouvez tout de même améliorer, vous pouvez être plus heureux, vous pouvez alléger la chape, alléger la charge, vous voyez, de la parole. Mais vous la détruirez pas. Et à partir du moment où vous la détruisez pas, vous pouvez dire que socialement, cet inconfort, quand il est réparti, et si vous voulez, il est pas réparti, il peut être des fois au contraire appesanti par le fait que tout le monde le partage, eh bien ça finit par avoir des effets négatifs. Je vous laisse là-dessus, mais je pense que si vous réussissiez, ce qui n'est pas probablement très difficile pour vous, à admettre que c'est ça l'essentiel de la parole, cette ambivalence entre les aspects positifs incroyables, vous voyez, la poésie, mettre ensemble des choses auxquelles on n'a jamais pensé, puis c'est absolument génial, etc., etc. Bon, ce côté aussi jouissif, ce côté extraordinaire, vous voyez, eh bien, il a pour contrepartie un inconfort. Euh, bon, un autre mot a été utilisé en français, c'est malaise. Malaise dans la culture, dans la civilisation, malaise dans la culture.
C'était le titre du livre véritablement de Freud. Eh bien, si vous voulez, si on comprend ça, je pense qu'on a vraiment quelque chose pour saisir euh, à la fois justement euh, l'espèce de fuite en avant. Vous voyez, généralement, ça peut être une fuite, mais ça peut être aussi aller plus loin simplement. Au contraire, en avant vers la découverte, vers quelque chose plutôt que de fuir autre chose. Mais il y a les deux, si vous voulez, il y a les deux. Et ça constitue, ça compose des pathologies collectives, qui sont pas seulement des pathologies individuelles, ce qu'on peut appeler des folies, ou des névroses, ou des perversions, ou des autismes, mais on va aussi produire des folies collectives qui n'ont pas de nom psychiatrique, parce que la psychiatrie, dépendant des collectifs qui la payent, ils vont pas en plus traiter vous voyez, les institutions hospitalières qui les payent, ils vont pas les traiter de fous, de folles. Ça, des fois, ils le font comme ça. Ils disent, ouais, en fait, ils sont complètement les dingues, il faut les chercher dans la gestion. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça va être des individus. Et ça va être très difficile, en réalité, d'arriver pour des psychiatres, par exemple, dont on parlera la prochaine fois, si vous voulez, d'arriver à désigner le collectif comme auteur d'une forme de folie qui n'est pas exactement la folie individuelle, qui est plutôt une combinaison des folies individuelles ou disons des pathologies individuelles par rapport à la parole. Voilà. Et ça, c'est aussi tout aussi ancien que la parole. Sauf que simplement, quand la parole a été créée, nous n'étions pas très nombreux. Nous n'étions pas très nombreux. Nous étions des petits groupes. Et on n'étions pas isolés. Il y avait déjà des troupes, des groupes, etc. Mais les familles, les maisonnées, les tout ce que vous voulez, c'était déjà riche et ça peut être même plus riche que dans ce qui reste aujourd'hui des pauvres populations qui sont obligées de rester sous le couvert des végétales. Mais bon, voilà. Et, alors, je m'arrête là et je vous laisse la parole. Mais entre vous, par contre, vous pouvez pas me répondre directement. Ça, c'est les inconvénients de cette technologie. Ça fait partie justement du rapport actuel entre les avantages, les formes actuelles de l'avantage et du désavantage de la technologie. Je vous remercie.